Alors, pour commencer la séance d'aujourd'hui, si vous me recevez, vous pouvez juste lever le pouce. Alors, Oui, on te reçoit bien. d'accord, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment détecter une pépite et on va faire un cas sur un exemple passé. Voilà. Alors, pourquoi généralement les gens n'arrivent pas à avoir les bonnes actions? Il y a beaucoup d'erreurs, j'ai énuméré trois. C'est que généralement, beaucoup cherchent à les actions pas chères. Voilà. Notre marché n'est pas aussi très dynamique avec des actions au-delà du million. Ça varie de 18 francs à 26 000 francs. Donc, d'autres personnes verront que à l'intérieur, il y a des actions de peut-être 800, 900, il y a d'autres à 1000 et quelques, 2000, 3000. Donc, ils vont toujours chercher les trucs qui sont moins chers et laisser les autres qui sont extrêmement, entre griffes, chers. Ils vont se dire que quelque chose qui coûte peut-être 10 000 est plus cher que, par exemple, quelque chose qui coûte peut-être 3000, 1000 francs, 800, 500. Et c'est une des graves erreurs parce qu'on va voir avec un exemple à la fin que c'est pas forcément toujours le cas. Et aussi, d'autres pensent que quand on voit un dividende qui est gros, voilà, ou bien un dividende qui est régulier, c'est bon. C'est pas forcément toujours le cas. Il faut savoir lire entre les lignes et puis savoir à quel moment on se dit, bon, on doit sortir, on doit plus rester ici. Et aussi, croire qu'une société connue est toujours sûre. Voilà. On a un exemple, hein. Beaucoup de gens connaissent Coris Bank au-delà du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest et un peu maintenant en Afrique centrale. Euh, Beaucoup de gens connaissent Orange, c'est le réseau de télécommunications qui est implanté un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc, quand on voit des sociétés de ce type-là, on se dit que c'est sûr, à coup sûr, ils ont une grande notoriété, ça va. Je ferme mes yeux, je mets mon argent, même sans faire d'analyse. Ce sont des choses à éviter. Alors, on va essayer de voir un exemple simple. Par exemple, là, on a EcoBank Togo depuis 15 ans. Voilà, le graphique mensuel. On voit que depuis 15 ans jusqu'à maintenant, en fait, le prix était autour de, on va dire, maximum 65 francs. Et aujourd'hui, le cours est à 18 francs. Pratiquement, le prix a été divisé par 3. Donc, quand on voit EcoBank, c'est une banque qui est dans 33 pays ou plus en Afrique. On se dit, la banque panafricaine, elle a fait beaucoup. On voit un peu son activité. On voit un peu qu'elle est un peu implantée partout là où nous allons. Donc, on se dit, bon, on va acheter. Et là, vous voyez bien que malgré sa notoriété, malgré tout ce qu'elle possède, malgré tout ce qu'elle essaie de faire, malgré tout le bénéfice qu'elle fait, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas encore réglés et on voit bien comment les investisseurs ont sanctionné le cours de l'action. On voit que le prix de l'action a quitté de 65 francs à 18 francs. Il y a un autre historique encore un peu plus haut. Le prix était à plus de 130 francs jusqu'à ce prix-là. Donc, tout ça pour dire que, quelle qu'en soit la notoriété qu'on pourrait voir d'une action, d'une entreprise, pardon, elle a une grande notoriété, d'où elle vient, c'est pas ça le souci principal, c'est ses chiffres actuellement. Vous venez en bourse, c'est bien peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans, telle entreprise était en bonne forme. C'est bien. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, votre souci c'est de savoir est-ce qu'elle est toujours en bonne forme? Est-ce qu'elle mérite que je mette mon argent dessus? C'est tout. Il n'y a pas, on va dire, on ne tombe pas amoureux d'un titre. Voilà. Ici, c'est des supports d'investissement. Ils vous aident à faire fructifier votre argent. Donc, il n'y a pas à tomber amoureux d'un titre en disant, bon, cette banque-là, voilà, ou bien moi, je passe souvent mes transactions avec elle, je reçois souvent des fonds. Donc, comme c'est ma banque et puis ils ont un bon service client, c'est bon, voilà, je vais, et comme ils sont en bourse, même sans étudier, j'y vais, je mets mon argent et puis voilà. Et après beaucoup d'années, tu viens, tu vois que ton argent a été divisé pratiquement par 10. Là, c'est vraiment très compliqué. Ça aurait été mieux de le mettre sur un compte d'épargne. Ça, c'était le cas d'EcoBank. Alors, ici, nous pouvons voir une autre action Nestlé. Voilà. Sur la même période, sur 15 ans, on voit que Nestlé était autour de 2000 francs. Le prix est venu à 200 francs. Il a frôlé les 200 francs. Et il se retrouve aujourd'hui à 10 000 francs. Donc, par rapport à EcoBank qui était autour de 130 francs,
quelque chose qui coûtait 2000 et qui se retrouve peut-être, son plus bas était autour de 200, pardon, et qui se retrouve à 10 000 aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une différence quand même. Donc, à défaut d'avoir une grosse notoriété, il faut voir de fond en comble qu'est-ce qu'il y a comme perspective, qu'est-ce que les chiffres nous disent, est-ce que ça va, est-ce que quand on regarde, ça mérite vraiment qu'on mette l'argent pour lequel on a transpiré, on a fait certaines activités pour avoir et pour venir sécuriser. Si c'est pas le cas, c'est toujours mieux d'éviter. Et ce type de société-là, 200 francs, 400 francs l'action, 350 francs l'action, avec 50 000 francs, quelqu'un aurait fait plusieurs millions aujourd'hui. Par contre, quelqu'un qui aurait mis plusieurs millions sur EcoBank se retrouverait avec son argent divisé en 3, en 10 à une certaine époque. C'est vraiment pas intéressant quand on rencontre ce type de cas. Alors ici, on a Citab. C'est une société qui est dans la production et la vente du tabac. D'autres personnes n'investissent pas dans ce type de société, mais c'est bien aussi de regarder un peu son cours, son évolution par rapport à d'autres titres comme EcoBank, qui est beaucoup plus connu que ces sociétés-là, où le prix avoisinait les 10 000, qui est revenu autour de 400, avant de revenir aujourd'hui à 17 500 francs. Donc, tout ça pour dire que, quelle qu'en soit la notoriété, quelles qu'en soient les différentes caractéristiques, on ne regarde pas vraiment ça. C'est vraiment les chiffres qu'il y a. Peut-être vrai qu'il y a quelques années, il cartonnait, il faisait ça, ça et ça et ça. Mais concrètement, actuellement, quand je prends les états financiers, quand je regarde les résultats, quand je regarde en fait le bilan, puisque généralement, quand ils vous font sortir les résultats, vous allez voir à l'intérieur, il y a le bilan. Il vous explique pourquoi il y a eu ces résultats-là et vous donne les perspectives. Et vous, quand vous analysez les perspectives et que vous regardez, vous dites, OK, on a confiance, il n'y a pas de souci, moi j'achète. C'est là le souci. Quand tu lis les perspectives, tu regardes est-ce que c'est faisable. Si c'est faisable et que tu décides de t'engager, tu t'engages. Et maintenant, ce qui va venir après, s'il se trouve qu'ils ont eu un bon plan et que ça a bien marché, maintenant, le prix de l'action va grimper et tout, et ça sera la conséquence, on va dire, de ton risque que tu as pris. C'était un peu ça par rapport aux différentes croyances concernant les manières d'acheter les différentes actions au marché. Alors, le vrai filtre ici, on doit avoir des résultats financiers en hausse, des dividendes réguliers et stables. Voilà. Pardon. On doit avoir un avantage clair ou une domination sectorielle. Ça veut dire quoi? Les résultats financiers, quand vous les prenez, quand vous partez sur Internet, quelle que soit la société qui est cotée à la bourse, vous pouvez trouver tous les états financiers sur Internet facilement. Donc, c'est à vous de les rassembler et de voir ce que ça donne. Vous devez voir s'ils sont en hausse ou pas. Ça ne sert pas d'investir sur une entreprise dont, depuis 5 ans, elle ne fait pas de bénéfices, toujours elle est en perte. On ne vient pas pour risquer son argent dans ce type d'entreprise-là. Sauf s'il y a d'autres études en arrière-plan. On verra ça par la suite. Et on va voir aussi les dividendes réguliers et stables. Vous n'avez pas investi sur une entreprise qui, chaque année, quand elle fait du bénéfice, elle prend tout son bénéfice et peut-être même elle va puiser dans ses réserves pour vous donner un dividende. Elle n'a pas de perspective d'évolution. Ça veut dire qu'elle est là dans un secteur, on va dire même de concurrence, et n'est pas le leader dans son secteur, mais quand même, elle prend toutes ses réserves et elle ne fait que distribuer. Donc, vous savez que dans les années à venir, si elle fait rien, la concurrence va la dépasser parce qu'elle utilise pratiquement tous ses fonds et tout son bénéfice et elle puise même dans ses réserves pour vous donner. C'est bien vrai d'avoir de l'argent. Quand vous avez ce type de société, vous pouvez profiter à moyen terme des dividendes avec un bon prix, avec un bon rendement. Et après, quand vous voyez que ça commence à partir vers le déclin, là maintenant, vous pouvez abandonner et puis vous sortez du titre. Donc, l'avantage clair ou une domination sectorielle, c'est que quand vous regardez votre entreprise dans son secteur, vous savez que c'est une société quand même qui a du poids. Voilà, elle a une bonne marge dans son secteur. Elle peut être parmi le top 2, top 3 ou bien top 5 s'ils sont assez, s'ils valent 20. Si elle est dans le top 5, ça va. Quand on prend par exemple Coris Bank, elle est venue il y a quelques années, déjà première banque au Burkina Faso. 2023, elle était classée troisième au rang de l'UEMOA. Et elle est en train de faire une expansion. Donc quand on regarde ce type de société, on voit qu'elle est en train de dominer complètement son secteur. Donc ce sont des bons signes de ce type-là. Par rapport à quand vous prenez une société, quand vous regardez dans le secteur, il y a zéro domination, vous ne voyez pas de part qu'elle détient qui évolue année après année. C'est bien peut-être d'avoir de petites parts, mais si ça évolue, ce sont des signes aussi qui encouragent. Donc, si ça ne répond pas à ces critères-là, alors ce ne sont pas vraiment des pépites, sauf si vous avez d'autres types d'analyses que vous avez menées en arrière-plan. Alors,
comme je le disais, le piège, avoir un bon rendement, souvent 18%, 30% et autres, c'est bien. Une société peut par exemple vous donner des dividendes de façon, on va dire, colossale. Très bien, vous voyez, c'est assez élevé. Mais en vrai, quand vous regardez les états financiers, ça ne va pas. Elle a fait des baisses. Un cas d'une société, ses états financiers 2024, c'est en baisse. Le premier trimestre 2025, par exemple, état financier 2024, elle a fait moins 8% par rapport à 2023. Et le premier trimestre 2025, elle a fait moins 30% par rapport à 2024. Donc, quand vous regardez ce type de société-là, et elle se permet de puiser dans ses réserves, en fait, pour donner en dividende. C'est pas vraiment de bon signe. Je ne veux pas donner le nom de la société. C'est juste à titre explicatif. C'est pas vraiment le type de société dans lequel on voudrait mettre notre argent parce que il n'y a pas de bons résultats, mais vous donnez des dividendes, il n'y a pas de perspective, et en plus de ça, vous puisez dans vos réserves à croire qu'ils ont tendance à, ou bien ils ont pour objectif de fermer la structure. Donc, il faut vraiment avoir ces tips-là en tête quand vous faites vos analyses pour ne pas être surpris. Ici, quand on prend un cas concret, on a Onatel Burkina Faso, on peut voir le graphique de l'évolution comparative du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du résultat net. Le résultat net, c'est le bénéfice. Donc, par exemple, là, vous voyez que entre 2015 et 2017, le chiffre d'affaires, tout évolue ici. On voit bien l'évolution. Mais à partir de 2017, on voit que tout a commencé à baisser. Mais le souci est que tout commence à baisser, mais Onatel continue de donner des dividendes. Ils donnaient pratiquement 100% de leurs dividendes. Donc, quand on prend à partir de 2017 ici, vous voyez ici, vous voyez tous les cas, c'est 100%, 100%, 100% du bénéfice. Sauf en 2024 où ils ont commencé maintenant à vouloir baisser pour pouvoir utiliser les fonds propres et faire d'autres activités. Ils ont donné 68% du bénéfice. Ils vont donner 68% du bénéfice aux actionnaires. Mais quand vous regardez une entreprise de ce type, son chiffre d'affaires ne fait que baisser. Le bénéfice aussi ne fait que baisser parce que c'est le bénéfice qui est là. Donc, le bénéfice aussi ne fait que baisser, mais elle continue toujours de donner 100% du bénéfice. Une entreprise dont son activité principale n'évolue plus depuis un bon nombre d'années, 6 7 ans, et son bénéfice aussi ne fait que baisser depuis 6 7 ans, et elle continue de donner des dividendes. C'est bien, vous pouvez profiter. Et à un moment, quand vous sentez, là vous êtes aux aguets, quand vous sentez que les résultats ne tiennent vraiment plus et que vous avez des actions, si vous avez un bon prix, ça va, vous pouvez rester pour voir est-ce qu'ils auront ce qu'on va dire un plan de redressement. Est-ce qu'ils ont une façon de voir pour pouvoir faire beaucoup plus de marge, avoir un chiffre d'affaires qui est évolutif et puis des marges de bénéfices. S'il n'y a pas tous ces critères, ça ne sert vraiment pas. L'idéal serait que vous libérez ces actions-là. Comme je l'ai dit, on ne tombe pas amoureux d'un titre. C'est des supports, c'est des leviers d'investissement. Quand ça ne va pas, on se libère et on cherche d'autres. Il y a assez jusqu'à 47. Il y a beaucoup d'entreprises qui méritent beaucoup plus l'argent par rapport à d'autres sociétés. Sauf si vous vous dites que vous aimez ça, ça ne sert vraiment pas. Il faut profiter de ce qu'on peut profiter. Donc ça, c'est le cas de Onatel. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va passer à une autre société complètement différente. D'accord. Si on prend un cas réel, la pépite sucre ivoire. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre sucre ivoire? C'est une pépite qui, jusqu'à présent, ne fait pas grand feu. On ne voit pas les médias, tout le monde n'en parle pas pour le moment, même si elle a déjà fait une bonne explosion. Mais il y a d'autres perspectives qui sont en cours de route et on espère que ça ira bien. Donc, le marché l'ignorait, elle a fait quand même, l'entreprise a fait quand même un bon résultat. On pourrait essayer de voir ça ensemble. Alors, les résultats de 2023, on avait des pertes environ de 10 milliards. Il faut dire qu'elle a fait, à part 2024, elle a fait 4 années de pertes successives. Voilà. Et la production locale, le volume était très insuffisant pour le marché, les ventes sont en recul. Donc, quand on regarde un peu comment ils se sont débrouillés, on voit que il n'y a rien pour le moment qui nous disait qu'on pouvait faire en fait un achat sur ce titre-là, quand on regardait les données. Mais après, quand on regarde le contexte, on regarde qu'il y a quoi? Les prix de vente ont été artificiellement limités, réduisant les marges en fait. Parce que Sukuwa, c'est une société, en plus de produits, elle importe du sucre en fait pour vendre en Côte d'Ivoire. Et l'État avait plafonné le prix de vente, l'État ivoirien. Ce qui fait que
quand elle importe le sucre en Côte d'Ivoire, quand elle paye ça cher, si le prix à l'international est cher, en fait, elle ne peut pas vendre à un prix donné, quel qu'en soit le prix d'importation, parce que l'État a dit il faut ce prix-là pour protéger les consommateurs. Donc, du coup, ils étaient en baisse pendant un moment jusqu'à ce qu'ils décident de stopper complètement cette histoire d'importation parce que ça ne les arrangeait pas. Et aussi, ils ont les plantations de sucre. Il y a eu quelques maladies qui ont ravagé les différentes plantations, qui ont fait que la production était en baisse aussi. Donc, quand on regarde les contraintes réglementaires, la fixation du prix et tout, pour le moment, ça entravait à la rentabilité de l'entreprise. Donc, vous comprenez que c'est pas seulement dû à ce que l'entreprise n'arrive pas à vendre. Elle veut produire, il y a, comment on va dire ça, la maladie qui a affecté les plantations. On ne peut pas planter le sucre et puis en 2 mois, on a déjà eu de résultats. L'importation, l'État ne peut pas faire cette levée-là en 2 jours, ça se fait pas. Donc, ce qui fait que le contexte nous dit, c'est pas que la société n'arrive pas à vendre. Et on voit bien que la demande est assez forte. Mais le contexte et les différentes implications gouvernementales et tout font que cette entreprise-là ne peut pas se permettre, ou bien elle ne peut même pas faire dégager de marge bénéficiaire dans ce contexte-là. Ce qui fait que quand on regarde, on comprend un peu, on peut essayer de voir si ça va. Quand on regarde les résultats de 2024, donc ça c'était une étude qui avait été faite par moi et un groupe de personnes en septembre 2024. Donc, quand on regardait déjà les résultats au premier semestre 2024, on voit que le chiffre d'affaires est en pleine, on va dire, ça a repris son cours. On a plus 9% au premier semestre. On a les ventes qui ont augmenté. Et puis, on a aussi la hausse des prix. Donc, ce qui fait que si il y a hausse des prix en ce moment, il y a obligatoirement une marge. Si tu as l'habitude de vendre quelque chose à un prix X et qu'on fait peut-être plus 10, plus 20% pour les ventes, ça augmente et puis ça montre maintenant des signes que bon, là, quand on a regardé les résultats du premier semestre, on a attendu les résultats du T3, on se dit, OK, en fonction de tout ce que nous regardons, il y a quand même des perspectives, puisque ça faisait un bon moment, on n'avait pas eu on va dire, on n'avait pas vu le bout du tunnel, on n'avait même pas de lumière qui nous montrait que peut-être on allait voir quelque chose dehors. Donc là, on voit qu'il y a des signes positifs, le chiffre d'affaires augmente, les ventes, tout augmente. Donc c'est très bien. On voit aussi que dans les prévisions de production, l'entreprise disait elle a une prévision de production de 2024 allant à 89 000 tonnes avec un seuil de rentabilité de 86 000 tonnes. Donc, à partir de 86 000 tonnes, elle peut dire qu'en fait, qu'elle est rentable. Donc, quand on regarde toutes ces données-là, généralement, c'est sur les états financiers quand ils font la publication. Voilà pourquoi je disais hier, il faut vraiment prendre du temps pour lire les états financiers. Il ne faut pas juste voir la partie où, parce que généralement, c'est ce que les gens font. Quand ils prennent, ils veulent voir le bénéfice, c'est combien pour cent cette année. Le bénéfice, c'est combien. On ne cherche pas à savoir pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui a entraîné ça et où est-ce qu'on va. Parce que c'est bien de profiter là maintenant, mais après, comment vous vous débrouillez avec le titre. Donc, si vous ne lisez pas ce que l'administration, le conseil d'administration écrit sur la note, qu'est-ce qu'ils ont comme perspective, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils vont, là, vous ne savez pas sur quoi vous dansez et du jour au lendemain, ça peut mal se passer. OK. Donc, on voit que la prévision de production pour 2024 dépasse en fait le seuil de rentabilité. Ça veut dire que s'ils atteignent ce niveau de production, ils vont dépasser en fait le minimum qu'il faut pour pouvoir être rentable sur l'année 2024. Donc, on voit en fait qu'il y avait assez de signes qui montraient que cette société-là, elle était en train de se restructurer. Donc, elle a donné un plan, elle avait pour volonté de faire une réduction du capital et elle allait enlever une partie pour ses dettes. Elle allait enlever une partie pour rembourser ses dettes. Elle allait chercher maintenant à faire une augmentation de capital par une levée d'obligations, on va dire une levée de fonds. Ce sont des obligations convertibles pour attirer de nouveaux investisseurs. Ça veut dire quoi? Et c'est maintenant que ça s'est passé, mais ce sont des données qui étaient dans leurs différents rapports en 2024. Mais c'est en février qu'ils ont lancé ça. C'est des obligations, ils vont emprunter de l'argent et la société mère sera la garantie, elle va garantir les fonds, elle lève de l'argent
ceux qui veulent vont prendre les parts, c'est des obligations qui sont remboursables. À un certain moment, si vous voulez, vous pouvez convertir ces obligations-là en actions. Si vous voyez que ouais, le plan de restructuration, il est bon, il est propre et tout commence à porter fruit, pourquoi reprendre, comment on va dire ça, son argent avec un petit taux d'intérêt de maximum 5-6%, si on peut peut-être rester sur les actions et peut-être engranger 40%, et pourquoi pas plus, peut-être être comme dans certaines actions où on a vu du 3000% sur 5 ans. Donc, l'augmentation différée du capital, une phase ultérieure pour stabiliser et renforcer les fonds propres. Donc, voici ce qu'ils ont donné comme plan de restructuration en 3 phases. Ce qui permettait, entre griffes de lit, entre les lignes, qu'ils ont quand même quelque chose de solide qu'ils veulent déposer sur la table. Donc, ils avaient un objectif de production pour 2028 aussi. Ils ont vraiment donné une bonne stratégie et tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse les croire. C'est dans ce type de situation qu'on peut se dire, OK, en fonction des données que nous avons, on peut décider de croire en la restructuration de l'entreprise parce qu'elle nous a fourni assez de données claires et comment elle veut faire sa restructuration avec un plan précis. Il ne suffit pas de dire qu'on fait une restructuration et on va essayer de voir et puis il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de note expliquant clairement pour que les actionnaires, les investisseurs puissent lire et puissent faire des décisions. En ce moment, ça ne va vraiment pas les arranger. Mais quand il y a des données qui sont tablées et qu'on arrive à bien comprendre, c'est assez simple. On se jette entre griffes dans la gueule du loup et on attend de voir ce que ça va donner. Puisque la demande locale est forte et ils visaient un retour vers la rentabilité en 2024, une rentabilité progressive. Effectivement, quand les résultats de 2024 sont sortis, ils ont fait, on va dire, comme je vous le disais, 4 ans de baisse successive. Mais en 2024, c'était la première année. Après 4 années de baisse, ils ont fait du bénéfice. Donc, les données que nous voyons confirmaient bel et bien qu'ils avaient un plan de restructuration et qu'ils avaient commencé à le mettre en place. Et quand on continue dans cette lancée-là, on essaie de voir un peu le prix de l'action entre septembre et actuellement. Donc, ça, c'était en septembre. Le prix de l'action tournait autour de 500, 600, 550, 600. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un prix de 950. Il faut savoir que le prix avait touché la barre des 1000 francs. Donc, un rendement de minimum 60-70%. Juste avec les chiffres, les états financiers très simples, avec une autre manière de penser, pas juste voir que c'est négatif, mais voir qu'il y a un plan qui est là, analyser le plan qui a été fourni, voir comment on pourrait profiter de cette action-là. Et en si peu de temps, en moins d'une année, l'action a progressé. 50% en une année même, c'est faramineux parce qu'avec les supports d'investissement que nous connaissons, faire 15% en une année, c'est déjà très bien. Donc, si vous arrivez à faire plus de 50% en moins d'une année, c'est encore très bien. Donc, ça, c'est par exemple le cas de détection d'une pépite. Au lieu de vous montrer une société où on a que des états financiers qui sont toujours en hausse et tout, qui est vraiment positif, j'ai préféré prendre ce cas-là pour qu'on voit que souvent ça peut être négatif, mais quand on regarde de fond en comble et qu'on fouille et qu'on lit et en essayant de comprendre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut nous permettre de se dire, OK, on peut allouer tel montant de notre portefeuille sur ce titre-là et on va voir ce que ça va donner. Et avec la levée de fonds qu'ils ont fait, et ils sont toujours dans leur restructuration, et il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont en cours. On attend de voir le S1 2025 et je pense qu'il risque d'être quand même bon, avec une petite progression notable, on verra bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je vous le disais, pardon, quand vous êtes investisseur stratégique, vous avez une manière de regarder les chiffres. Même quand c'est négatif, ça ne veut pas forcément dire que c'est très très mauvais. Peut-être il y a quelque chose où vous pouvez en profiter. Parce que vraiment, le bon moment, c'est quand vous entrez, pendant que la masse n'y est pas et que tous les médias n'en parlent pas. Parce que à un moment donné, quand tous les médias parlent d'un titre et que tout a explosé ou bien tout est bien juteux et tout, c'est vraiment pas le bon moment pour entrer. Le bon moment, c'est quand personne n'en parle, quand vous faites une analyse avec un œil extérieur, vous avez, on va dire, une autre manière de voir les choses. Vous avez appris à repenser votre manière de voir. Vous avez analysé, vous avez regardé les perspectives, vous avez regardé les données. Donc, en ce moment maintenant, vous pouvez vous dire, OK, c'est bon, je rentre dans la danse et puis advienne que pourra maintenant, tout en cherchant à minimiser les risques. Demain, quand on va apprendre à constituer un portefeuille, on va parler de la gestion des risques. C'est très important. Il ne faut pas faire des emprunts pour mettre tout sur un seul titre parce qu'on a vraiment confiance. Ça peut bien se passer,
mais il faut avoir un matelas de secours. Si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si vous arrivez à répondre à cette question, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Et au pire des cas, ça peut m'amener où? Et quand vous faites le calcul, vous savez, là, vous rentrez et puis vous savez que vous avez un objectif de de rentabilité peut-être de 20% ou plus. Là, vous savez, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer. Mais si vous rentrez sur un titre, après avoir fait une analyse, vous dites, OK, c'est bon, tout est parfait, j'entre. Vous ne savez pas si ça se passe mal, vous sortez à quel moment et qu'est-ce que vous encourez, qu'est-ce que cette perte-là peut affecter à votre manière de voir le marché, faire des analyses. Vous risquez de passer à côté de certaines choses parce que dans un marché, quand tout évolue bien, tout le monde est content. Mais c'est quand tout commence à baisser, c'est là maintenant le souci. Si tu le fais mal et que tout baisse, tu fais comment? Parce que il y a eu une période à la BRVM où on a eu 3 4 années, tout était en baisse. Il n'y avait que quelques actions qui étaient en train de baisser. Donc, si toi, tu as mis tout ton argent sur un titre qui ne paye pas, qui n'a pas une bonne rémunération et que le titre continue de baisser, là, c'est vraiment très, très, très compliqué parce que tu serais dans vraiment un piège où tu ne peux pas sortir parce que tu vas encaisser une perte où tu n'étais pas préparé et tu ne savais même pas si ça se passait mal, jusqu'à quel point je dois supporter. Et si je supporte à ce point et qu'il n'y a pas de signe positif, je peux sortir. Voilà, c'était un peu ça pour la leçon du jour. Donc, c'est apprendre à faire ses propres analyses, développer son œil analytique. Voilà, développer son œil analytique parce que c'est pas forcément voir chercher tout ce qui est bon, beau, qui augmente, qui monte, 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 mais qui ne baisse pas, non. Et acheter au bon moment et pour la bonne raison, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sentiment, on ne tombe pas amoureux du titre, on cherche vraiment ceux qui peuvent nous donner de bons rendements. Voilà, parce que si vous venez sur le marché et que, par exemple, à la fin de l'année, on dit que globalement, le marché a fait 30% de hausse, le marché a évolué de 30% cette année, et que toi, dans ton portefeuille, tu n'as même pas fait 5%, bon, ça ne servait pas de venir en fait sur le marché parce que ton argent en banque allait te donner un truc plus stable, moins stressant. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est moins stressant et ton argent était garanti. Par rapport à venir le risquer pour ne pas avoir un bon pourcentage très très inférieur au rendement du marché. Et en plus de cela même, tu as risqué ton argent parce que si ça ne se passait pas bien, tu pouvais perdre. Donc, pendant que le marché est en hausse, toi, tu es en train de perdre. C'est pas vraiment intéressant. Voilà pourquoi il faut vraiment développer son œil. Au cas où vous ne pouvez pas faire tout ça, vous pouvez vous procurer des services. Il y a assez de sites qui vous proposent des outils d'analyse. Nous-mêmes, nous avons conçu des outils d'analyse qui peuvent vous permettre de faciliter l'analyse et puis vous éviter de faire certaines erreurs. Donc, si vous avez des questions, c'est ouvert, vous pouvez lever la main. On va passer à la phase des questions et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va voir comment assembler un portefeuille étape par étape. Je vois une main qui est levée. J'espère que vous me recevez bien parce que là, il n'y a personne qui pose de questions. Oui, on te reçoit bien. Sûrement qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se dire à demain pour la suite et on va clôturer le bootcamp demain. Ok, merci bien. Bonne soirée, à demain. Merci bien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à demain. Merci.